Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Politicon qui va être consacré aujourd'hui à l'anarchisme individualiste. Cet épisode fait en quelque sorte suite à celui sur les théoriciens anarchistes que sont Proudhon, Bakounine et Kropotkin, qu'on a pu présenter comme étant des anarchistes collectivistes, socialistes ou encore sociaux. Les auteurs qui vont nous intéresser aujourd'hui ne se préoccupent pas vraiment du social et sont donc, comme on l'a dit, individualistes. Ils s'intéressent donc à la liberté de l'individu lui-même. L'anarchisme individualiste va donc à l'encontre de toute autorité, comme l'anarchisme en général, mais de toute autorité qui s'érige non pas contre la société, mais contre l'individu. Et comme il n'y a pas qu'un seul courant d'anarchisme social, il n'y a pas qu'un seul courant d'anarchisme individualiste. Toutefois, on peut dire que l'anarchisme individualiste a un fondateur, et c'est le philosophe allemand Max Stirner, auteur d'un seul ouvrage, L'Unique et sa propriété. Max Stirner était un philosophe allemand, membre éminent des jeunes hegéliens, parmi lesquels on pouvait compter Karl Marx ou encore Ludwig Feuerbach. Ces jeunes hegéliens, aussi appelés hegéliens de gauche, retenaient du philosophe Hegel la méthode qui soutenait son système philosophique, mais rejetaient au final les résultats de ce système qui finissait par raffermir la religion et l'autorité de l'État. En 1844, Stirner fait paraître un livre extraordinairement radical, L'Unique et sa propriété, véritable pamphlet contre toutes les institutions, contre toutes les idéologies qui écrasent l'individu sous le poids du collectif et qui fait du moi le but absolu de l'existence. Stirner écrit dès le début de son livre « Pour moi, il n'y a rien au-dessus de moi ». Et inutile de dire que le mot « moi » ponctue vraiment chaque page de son livre. Pour moi, il n'y a rien au-dessus de moi. Tout le reste du livre est une variation sur ce même thème. L'Unique et sa propriété est composée de deux parties. La première partie, intitulée « L'homme », vise à dénoncer toutes les idéologies, qu'elles soient conservatrices ou progressistes, qui dépossèdent le moi de lui-même. Stirner cherche à montrer que l'homme avec un grand H n'est que le nouvel avatar d'un dieu auquel il faudrait se plier. Ainsi, au final, l'humanisme sous toutes ses formes n'est qu'une nouvelle sorte de religion. Nos athées sont des gens pieux, écrit Stirner. On aurait presque l'impression de lire du Nietzsche ici. Rien ne vaut que l'on se sacrifie. La seule cause valable, c'est soi-même. La famille, la patrie, la société, la justice, le travail n'ont aucune valeur pour Stirner. Ce dernier entend désacraliser toutes les causes et idéologies, même celles qui apparaissent comme les plus progressistes. Le socialisme, le communisme sont des doctrines qui écrasent encore une fois le moi. Stirner discute également les thèses du libéralisme, qui sembleraient s'approcher des siennes, puisque le libéralisme s'attacherait à défendre la liberté individuelle. Or, le libéralisme, dit Stirner, reste prisonnier de son attachement à l'État, qui reste essentiel pour protéger justement les libertés individuelles. Mais l'État n'est qu'en fait qu'une forme d'église sécularisée qui annihile l'individualité. Stirner écrit « Le monde qui crée le croyant s'appelle l'Église, le monde qui crée l'homme s'appelle l'État ». On retrouve encore l'idée que l'humanisme n'est donc qu'une métamorphose de la religion qui fait des individus des abstractions. L'homme n'existe pas pour Stirner, seul le moi est. Cela signifie que ce qui importe, ce sont des individus réellement existants, incarnés, et non des concepts ou des abstractions qui définissent a priori ce qui est juste ou non. Pour Stirner, c'est chaque individu réel qui est sa propre mesure, le propre critère de ce qui est bon ou mauvais pour soi. Dès lors, dans la deuxième partie de L'Unique et sa propriété, intitulée « Oh, surprise, le moi », Stirner défend l'absolue propriété du moi qui ne peut être sacrifiée au profit d'autrui. La société, autrui, les autres n'ont aucune valeur absolue. Il ne doit y avoir pour Stirner que des égoïstes, des individus qui peuvent utiliser les autres à leur profit. Mais comme Stirner a pu le remarquer, l'être humain est plutôt de nature sociable. Il doit alors s'associer. Et pour Stirner, s'il doit exister des associations entre les hommes, entre les individus, ce doivent être des associations d'égoïstes. C'est-à-dire de personnes qui ont librement consenti pour s'utiliser les uns les autres pour satisfaire leurs désirs et leurs intérêts. Et autour de ces associations d'égoïstes, aucune institution ne peut intervenir,
que ce soit l'État, l'Église, etc. Chaque individu doit avoir un droit sur tout ce qu'il possède. S'il veut une chose, il a le droit absolu de la prendre, et ce, par tous les moyens qu'il jugera nécessaires. Ces thèses radicales sont, d'une certaine manière, tempérées. Stirner sait très bien qu'une liberté absolue est impossible, et que la vie en société limitera nécessairement le pouvoir de chacun. Les plus forts empiéteront toujours sur les plus faibles, et ces plus forts rencontreront toujours des obstacles. Stirner écrit ainsi « Plus je deviens libre, et plus l'édifice de la contrainte s'élève à mes yeux, plus je me sens impuissant. » C'est pourquoi Stirner ne parle pas tant de liberté individuelle que de la propriété de son individualité. L'unique, donc, le moi et sa propriété. Stirner écrit « Ma liberté n'est parfaite que lorsqu'elle est ma force. Mais par celle-ci, je cesse d'être un simple homme libre, je deviens un propriétaire. » Quelques pages plus loin, il ajoute « Je suis ma propriété quand ce n'est ni la matérialité, ni autre chose, Dieu, les hommes, les chefs, la loi, l'État, l'Église, etc., qui m'a en son pouvoir, mais moi-même. Mon intérêt personnel poursuit ce qui est utile à moi qui m'appartient en propre. » On l'a compris, le moi, l'unique, l'individu ne doit rien à personne. Rien donc, rien. Le moi est donc fondé sur rien et ne doit à rien. La phrase « je n'ai fondé ma cause sur rien » ouvre et clôt à la fois le livre, l'unique et sa propriété. Stirner est donc une espèce de figure paradoxale qui fonde son individualisme sur un nihilisme et inversement son nihilisme sur un individualisme. On l'a vu, en quelque sorte, le livre de Stirner inaugure le courant de l'anarchisme individualiste, qui va se déployer notamment en France et aux États-Unis. Au XIXe siècle, des auteurs comme Benjamin Tucker, traducteur de Proudhon et de Stirner, mais aussi de Bakounine, développent des thèses anarchistes individualistes. Tucker est aussi influencé par celui qu'on considère comme le premier anarchiste américain, Josiah Warren. C'est dans le journal Liberty, dont il est le fondateur et l'éditeur, qui paraît entre 1881 et 1908, que Tucker défend un anti-autoritarisme, un anti-collectivisme et un anti-étatisme. Tucker élabore une pensée également influencée par le mutualisme de Proudhon, dont on a parlé dans l'épisode de Politicon consacré à l'anarchisme social. Tucker s'attaque au monopole économique, ainsi qu'à l'émission de la monnaie menée par l'État et les banques. Tucker s'attaque également, en bon anarchiste individualiste, aux communistes, qu'il ne manque pas de caractériser comme foncièrement autoritaires. Dans Liberty, il dit apprécier le Marx égalitaire et non le Marx autoritaire. Pour Tucker, tout autre socialisme que celui fondé sur la liberté ne peut être que réactionnaire. Il s'explique par ces mots. Nous croyons en la solidarité humaine. Nous croyons que les membres de la société sont interdépendants. Mais nous rejetons les chaînes artificielles destinées à lier les hommes. Autre anarchisme individualiste américain, Lysander Spooner est célèbre pour avoir déclaré l'illégalité de la Constitution américaine. Pour Spooner, qui s'inscrit dans le courant ius naturaliste, les individus ont des droits naturels que seuls des contrats qui sont clairement identifiables peuvent organiser. L'État, pour Spooner, est une entité abstraite, construite par une minorité de personnes à un moment particulier, qui décide alors pour tous les autres, ainsi que pour les générations futures, ce qui sera juste ou non. Par ces aspects, Spooner influencera au XXe siècle la pensée libertarienne, dont on a déjà parlé dans le 3e épisode de Politicon. Au XIXe siècle, globalement, les anarchistes américains sont assez peu influencés par les théoriciens collectivistes, et ne parlent pas de thèmes comme ceux de la lutte des classes, par exemple. Ce qui explique sans doute pourquoi ils centrent davantage leur pensée sur l'individu et non sur la société. Traversons de nouveau l'Atlantique pour aller en France, cette fois-ci, pour évoquer la figure de Lucien Ernest Armand, plus connu sous le nom de E. Armand. Inspiré par Stirner, Armand est l'un des grands représentants de l'anarchisme individualiste en France. Alors que ce courant est finalement assez indéfinissable, puisqu'on aura autant de courants que d'individus, Armand propose de le résumer de la manière suivante. N'est pas individualiste anarchiste toute unité ou association qui veut imposer à un individu ou à une collectivité humaine une conception unilatérale de la vie, économique, intellectuelle ou autre. Dans son petit manuel anarchiste individualiste, il écrit « L'anarchiste souhaite vivre sa vie le plus possible, moralement, intellectuellement, économiquement, sans se préoccuper du reste du monde, exploitant comme exploité. Sans vouloir dominer ni exploiter autrui,
mais prêt à réagir par tous les moyens contre quiconque interviendrait dans sa vie ou lui interdirait d'exprimer sa pensée par la plume ou la parole. Armand promeut la liberté sexuelle, la camaraderie amoureuse et l'association volontaire entre les individus qui doivent toujours pouvoir s'échapper du carcan social. Il ne pense pas qu'une révolution sociale pourra assurer l'émancipation de tous, que ce soit sous un régime capitaliste ou communiste. Si les hommes sont esclaves, c'est parce qu'ils ont, dit-il, une mentalité défectueuse. Armand écrit ainsi « Les maîtres ne sont que parce qu'il existe des esclaves, et des dieux ne subsistent que parce que s'agenouillent des fidèles. » Cela rappelle plutôt le discours de la servitude volontaire de la Boétie, le célèbre ami de Montaigne et anarchiste avant l'heure au XVIe siècle. Abolir la propriété privée et s'engager dans le collectivisme ne changera rien si des individus sont encore capables de se subordonner à d'autres. Pour Armand, à une révolution qui ne mènera qu'à d'autres formes d'autoritarisme, il faut préférer les refus et les révoltes spontanées, l'antimilitarisme par exemple, ou encore l'éducation libre, le refus de payer l'impôt qui subventionne les services publics, les prisons et les casernes. Pour finir, enfin, on peut indiquer que ce qui différencie grandement les anarchismes individualistes des anarchismes sociaux, c'est le refus d'abandonner la propriété privée. Et cela va, selon les anarchismes individualistes, de la propriété privée de type capitaliste à la possession de type mutualiste, comme on a pu le voir chez Proudhon. Chacun doit pouvoir profiter des fruits de son travail, et ce travail, il n'est pas nécessaire qu'il soit produit en commun, et surtout pour le commun. Avec cet épisode et celui sur l'anarchisme social, on a fait à peu près le tour sur les théories anarchistes du XIXe siècle. Et comme on a pu le voir, aux États-Unis, l'anarchisme individualiste a pu influencer notamment des pans de la philosophie libertarienne, dont on a donc déjà parlé dans le 3e épisode de Politicon. Il existe des petits débats pour savoir si des penseurs comme Tucker ont pu vraiment influencer le libertarianisme aux États-Unis et au XXe siècle. Et je ne vais pas trancher vraiment la question ici. En attendant, vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas également à faire fonctionner l'algorithme de YouTube en mettant un petit like bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la supporter, à tiper si le cœur vous en dit. À la prochaine.